Selon la légende, la première dynastie chinoise, celle des Xia, aurait été fondée par les survivants d'un terrible cataclysme survenu un peu plus de 2000 ans avant notre ère. Les flots des rivières se seraient déchaînés pour ne laisser derrière eux qu'une poignée de miraculés. Pour se dresser face à ce déluge, un homme, aussitôt désigné comme le souverain providentiel, le fondateur de la civilisation primordiale, Yu le Grand. Cette fable a longtemps permis aux autorités de l'Empire du Milieu de légitimer leur pouvoir centralisateur. Les Xia auraient été les ancêtres communs de tous les Chinois, selon la légende. Mais en 2001, les archéologues mettent au jour une cité ravagée par les flots 2000 ans avant notre ère. Les dates concordent. La découverte des corps des victimes submergées par des torrents de boue montrait que le récit légendaire s'inspirait de la réalité. Une question se pose alors. Si ce déluge a effectivement eu lieu, pourquoi les Xia n'auraient-ils pas également existé? En quête de cette dynastie légendaire, les historiens vont remonter aux sources de la civilisation chinoise, redécouvrir les plus grandes cultures de la fin du néolithique et résoudre un mystère vieux de 4000 ans. Pour saisir la puissance d'une nation, il faut souvent plonger dans son histoire. La Chine n'a pas fini de nous fasciner. Pour la première fois, l'Empire du Milieu nous ouvre ses portes pour un périple aux racines de la civilisation chinoise. Un voyage à travers 2000 ans d'antiquité, au-delà de la légende, à la découverte de grandes dynasties, d'œuvres d'art à la beauté incomparable, de civilisations florissantes et pourtant disparues. Un voyage au cœur d'une Chine inconnue et secrète, une Chine extraordinairement colorée, héritière de multiples influences culturelles. Une odyssée aux sources d'une grande puissance née dans l'Antiquité. La Chine moderne n'a pas fini d'écrire son histoire. Elle tente toujours, en dépit ou à cause de sa diversité culturelle et linguistique, d'affirmer son unité. Et les jeunes élèves des écoles élémentaires connaissent bien leurs leçons. 今天呢，段老师带来2个字，大家认识吗？认识。念什么呀？一起说。华夏。谁能说说华夏是什么意思啊？或者说它代表了什么意思？华夏代表中国人，中国人我们都是华夏的子孙后代。华夏的子孙，华夏的子孙，华夏的子孙。 Rua-Xia. L'origine du terme est inconnue. Le nom de Xia est celui de la première lignée de souverains installés dans la vallée du fleuve Jaune. Au moment où la Chine affirme sa puissance, cette référence montre la volonté des autorités de s'enraciner dans l'histoire antique de leur pays. Pourtant, l'existence des Xia n'a jamais été prouvée. Selon les mémoires historiques de Sima Qian, datées du 1er siècle avant notre ère, 3 dynasties royales implantées dans la moyenne vallée du fleuve Jaune se seraient succédées. Il y a les Xia, entre 2000 et 1600 avant notre ère, les Shang, entre 1600 et 1050, et les Zhou, entre 1050 et 221 avant notre ère. Pour les historiens traditionnels, ces 3 dynasties incarnaient le monde civilisé,
centrée sur le berceau originel du fleuve Jaune. Les fouilles archéologiques lancées par les Chinois au début du XXe siècle ont permis de confirmer l'existence des dynasties Zhou et Shang, grâce notamment à la découverte des premiers bronzes. C'est aussi à cette époque que les Occidentaux se penchent sur l'histoire de l'Empire du Milieu. Le Français Édouard Chavannes traduit les mémoires historiques de Sima Qian. Un ressortissant chinois, grand collectionneur et marchand d'antiquités, M. Lo, va familiariser les Occidentaux avec l'art chinois. En 1920, il se fait même construire une pagode dans le centre de Paris. De plus en plus d'archéologues français s'intéressent à la Chine, d'autant que les fouilles révèlent un nouveau trésor, les premiers témoignages écrits. L'écriture en Chine apparaît vers le milieu du XIIIe siècle avant notre ère, donc vers la fin de la dynastie des Shang. Pour cette période-là, on a effectivement des écrits qui permettent de corroborer en partie les écrits de Sima Qian concernant l'époque des Shang. Mais en revanche, avant cette période, donc pour toute la première partie de la dynastie des Shang, nous n'avons pas d'écrits et on ne peut se baser que sur les vestiges archéologiques. Sans preuves écrites, difficile de prouver l'existence de la dynastie Xia, véritable chaînon manquant entre la fin du néolithique et les dynasties suivantes. Seules des fouilles archéologiques pouvaient percer ce mystère. Toutes les campagnes d'excavation sont interrompues à partir de 1937. Occupée par les Japonais, une grande partie du territoire chinois est à feu et à sang. L'heure n'est plus à l'archéologie. Les travaux restent en sommeil jusqu'à la fondation de la Chine populaire en 1949. L'archéologie, devenue entreprise d'État, est désormais régie par l'idéologie marxiste. Les fouilles reprennent et révèlent de nouvelles cultures, parfois assez loin du fleuve Jaune. Mais les communistes chinois se méfieront longtemps de cette diversité. Pour eux, la Chine doit être une. Et c'est dans la plaine centrale que la civilisation chinoise aurait vu le jour avant de conquérir les peuples barbares. En 1995, le gouvernement lance même un vaste projet pour établir scientifiquement la chronologie de l'Antiquité chinoise et confirmer l'existence de la dynastie des Xia. Prouver l'existence de la dynastie des Xia, grâce notamment aux fouilles archéologiques et à la recherche, constitue dans un sens la concrétisation de l'aspiration du peuple chinois d'en savoir plus sur ses racines. Si le projet réunit d'éminents spécialistes, archéologues, botanistes et astronomes, il n'est pas exempt d'arrière-pensées nationalistes. Pour retrouver les Xia, il faut d'abord remonter à la source et découvrir la légende rapportée par Sima Qian. Il y a très longtemps, la terre a été submergée par les inondations. Quoi qu'ils fassent, les rois ne pouvaient endiguer le cours des rivières en furie. Le peuple vivait dans la misère. Un jour, un jeune homme a été choisi pour tenter de dominer les flots. Il s'appelait Yu. Comme il plaçait le bien-être de son peuple au-dessus de toute chose, il a mené sans relâche ses compagnons aux quatre coins du pays pour accomplir sa mission et tenter de contrôler le déferlement des eaux. Au cours de cette formidable bataille, son jeune corps s'est affaibli jusqu'à n'être plus que celui d'un vieillard. Ses jambes ne le tenaient plus. Mais malgré ces maux, Yu poursuivait le combat. 13 années ont passé. Finalement, Yu est parvenu à apprivoiser les fleuves. Une fois les terres asséchées, le peuple a commencé à prospérer. Porté par ses compagnons, Yu devient roi. Il serait à l'origine de la première dynastie, les Xia.
Yu le Grand est le personnage principal de nombreuses légendes encore très vivaces dans plusieurs régions chinoises. Les habitants du village de Longxixiang, dans la province du Sichuan, appartiennent à l'une des 56 minorités ethniques de Chine, les Qiang. Une de leurs danses chamaniques se transmet de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Les officiants sautent à cloche-pied d'une jambe sur l'autre. Ce pas de danse si particulier est censé repousser les esprits maléfiques et apporter la prospérité. L'histoire raconte que cette chorégraphie a été inventée pour rendre hommage à Yu le Grand, dont les jambes flagellaient lorsqu'il tentait de mater les eaux torrentielles. Nous transmettons l'histoire des Xia de génération en génération. Depuis la nuit des temps, nous offrons chaque année nos sincères prières pour nous protéger des désastres causés par les flots. Cette vénération pour Yu le Grand dépasse les frontières du Sichuan. Les statues monumentales du dompteur de fleuves se dressent à travers la Chine sur des îlots au milieu des rivières, dans les parcs ou sur les carrefours. Elles témoignent toutes des exploits du père fondateur de la première dynastie et permettent aux Chinois de se rattacher à la figure tutélaire de ce héros hors du commun. Personnage de propagande, Yu le Grand leur rappelle leur origine prétendument commune, la dynastie des Xia. La mission des scientifiques était claire: transformer la légende en réalité. Les découvertes archéologiques réalisées tout au long du XXe siècle ont permis d'identifier plusieurs cultures de la fin du néolithique. Leur développement est intimement lié aux deux grands fleuves qui ont façonné le paysage chinois, le fleuve jaune, Huanghe, et le Yangtze au centre du pays. C'est d'ailleurs dans la vallée du Yangtze que se développe, entre 3400 et 2250 avant notre ère, une culture originale, Liangzhu. C'est l'une des plus puissantes de son temps, comme le prouvent les résultats des fouilles entamées dès 1936. Voici la dernière découverte réalisée à Liangzhu, le rempart de la cité. Je me trouve devant un tronçon très bien préservé. Comme vous pouvez le constater, les strates de terre sont clairement visibles. Il s'agit du premier rempart datant de la culture de Liangzhu, découvert dans le delta du Yangtze. En quelques années, les vestiges de cette énorme construction vieille de 5000 ans ont ressurgi de terre. Ils montrent la puissance de cette société de la fin du néolithique. Le professeur Bin Liu a dirigé les travaux d'excavation. Le mur nord est le mieux conservé des 4 côtés de l'enceinte. Voici les fondations en pierre. Des analyses précises du sol et de ces pierres ont révélé qu'elles provenaient d'une montagne située à plusieurs kilomètres d'ici. 4 mètres ont été conservés, mais nous pensons que ce mur était beaucoup plus haut. En étudiant le type de construction, nous nous sommes rendus compte qu'il avait été édifié avec des méthodes traditionnelles, à la main. Le mur d'enceinte mesurait près de 7 km de long. L'agglomération couvrait 300 hectares. Le nombre de poteries retrouvées sur le site atteste de l'importance de la population et de ses activités quotidiennes. Les habitants vivaient de l'agriculture, notamment de la culture du riz, comme le prouvent les quantités de grains carbonisés trouvés durant les fouilles.
La culture de Liangzhu s'est développée entre 3400 et 2300 avant notre ère, une période qui correspond à celle des plus vieilles dynasties égyptiennes. Et si on regarde sa taille, leur ville n'avait rien à envier à celle des Égyptiens de cette époque. Sur le site, les archéologues ont remonté le temps. Ils ont déchiffré l'histoire de cette cité florissante. L'une des strates leur a même livré une information primordiale. Je me trouve au niveau sur lequel vivaient les habitants de Liangzhu. Durant les derniers jours de la cité, les flots l'ont enseveli sous la terre et le sable. Cette strate correspond exactement à cet événement. Cette couche sédimentaire plus claire est constituée de limon. Elle prouve que plusieurs inondations ont balayé la cité. On sait aujourd'hui qu'entre 3000 et 2000 ans avant notre ère, des changements ont affecté le climat. Les températures ont baissé et les niveaux de précipitations ont augmenté dramatiquement. Les flots ont englouti la ville et ses trésors. Dans les tombes des dignitaires de Liangzhu, les archéologues ont trouvé des tsong, des cylindres rituels. Ils sont en jade, une pierre semi-précieuse. La présence de ces objets dans les sépultures informe les scientifiques sur le niveau de richesse et de puissance des notables de Liangzhu. Si la fonction exacte des tsong demeure un mystère, leur rareté suppose que ces cylindres de jade appartenaient à une élite. Leur décoration annonce celle des vases de bronze de la dynastie Shang, 1000 ans plus tard. Durant la préhistoire, le jade a d'abord servi d'ornement. Mais vers 3000 avant notre ère, il a commencé à être employé par les nobles durant les rituels comme l'un des emblèmes de leur autorité. Cette pierre a acquis une portée sociale. Elle est devenue un symbole de pouvoir, de piété, le symbole des classes supérieures. Bien plus tard, des personnages éminents comme Confucius ont donné au jade encore plus de signification sociale. Au cours de ce processus, de simples pierres aux reflets magnifiques, le jade est devenu un objet d'adoration pour les Chinois, un symbole politique et historique. De nos jours, les habitants de la région autonome du Xinjiang, à l'extrémité occidentale du géant chinois, creusent toujours la montagne à la recherche d'une pierre dont la popularité ne s'est jamais démentie. Depuis l'Antiquité, ces mines fournissent les plus beaux jades. Le marché est toujours florissant. Sur les étals des vendeurs, le prix des plus belles pièces a été multiplié par 100 ces 10 dernières années. Un commerce qui peut rapporter gros si l'on sait faire la différence entre un bloc de jade et de simples galets. Les hommes de la fin du néolithique savaient faire cette distinction. Ils maîtrisaient aussi les réseaux de distribution et les techniques pour sculpter cette pierre gemme très dure. La culture de Liangzhu incarne un art du jade à son apogée. 2000 ans avant notre ère, une hiérarchie sociale très structurée est en place dans le delta du fleuve Yangtze.
Les dignitaires contrôlent un vaste territoire et président sans doute aux cérémonies religieuses. Mais ils ne peuvent rien contre les cataclysmes naturels. En 2250 avant notre ère, la culture de Liangzhu disparaît. Elle ne peut donc pas être confondue avec la première dynastie. Pour retrouver les Xia, il faut aller chercher ailleurs. Identifiée par les archéologues dès 1928, la culture de Longshan était implantée dans la Chine du Nord. Entre 2500 et 1700 ans avant notre ère, elle a occupé la vallée du fleuve Jaune, une région que les Chinois considèrent toujours comme le creuset originel de leur civilisation. Cette terre qui s'étend à perte de vue a beaucoup voyagé. C'est du leuce, une poussière sédimentaire amenée par le vent depuis les déserts d'Asie centrale. En hiver, les paysans tentent de stabiliser les sols. Jamais une civilisation ne se sera autant confondue avec la terre qui l'a vue naître. Sa fertilité a permis de cultiver la céréale du nord de la Chine, le millet. Ces dernières années, d'importantes découvertes ont été réalisées sur le site de Taoze, berceau de la culture néolithique de Longshan. 9 tombes ont révélé un important mobilier funéraire. Des poteries colorées accompagnaient les défunts. Des plaques de jade ornaient leurs dépouilles. Les archéologues mettent également au jour de petits objets en bronze, témoignage des balbutiements de la métallurgie chinoise. Dans la région, les fouilles se poursuivent toujours. En 50 ans d'excavation, les archéologues ont récolté des tonnes de céramique, des pièces rares et beaucoup de poteries utilisées au quotidien. Leur dernière découverte a étonné la communauté scientifique. Nous étions quelque peu surpris. C'était assez inattendu, voire impensable jusque-là. Une culture aussi ancienne avait accompli une chose pareille. Que dire sinon que c'était vraiment exceptionnel? En 2003, l'équipe du professeur Nou a déterré une étrange structure. Certains archéologues la considèrent comme le plus vieil observatoire du monde. Il a été établi en contrebas d'une montagne sacrée située à l'est, au Levant. L'ensemble architectural était composé de 14 piliers d'au moins 4 mètres de haut, alignés en demi-cercle autour d'un axe central soigneusement défini. Lorsque l'astre solaire surgit de derrière la montagne, sa lumière s'immisce entre les colonnes. La direction du rayon dépend de la saison et de la date. Le dispositif a été bâti en fonction d'événements astronomiques qui régissent encore nos calendriers, les équinoxes et les solstices. C'est un observatoire solaire vieux de 4200 ans. Grâce à ce calendrier, les nobles pouvaient déterminer les grandes périodes de la vie agricole, notamment les dates pour semer la céréale essentielle à la survie dans cette région, le millet. Le roi était capable de contrôler le peuple en monopolisant toutes les informations qui concernaient les mouvements des objets célestes. Si vous n'obéissiez pas au souverain, il pouvait refuser de vous dire quand planter vos graines ou rentrer votre récolte. Ainsi, non seulement il possédait le moyen d'affamer la population, mais il pouvait aussi sauver son peuple et le maintenir sous son contrôle. Pourtant,
les dernières fouilles montrent que le pouvoir restait fragile. Les nobles ont dû faire face à de violentes rébellions. Les archéologues ont retrouvé des squelettes qui avaient été jetés dans des tas de détritus. Certaines victimes avaient été suppliciées. La dépouille d'une femme a été découverte dans une fosse remplie d'os de vaches et de cochons. L'observation de sa dentition et l'analyse de ses ossements ont permis de déterminer son régime alimentaire. Elle devait appartenir aux couches aisées de la population. Cela ne l'a pas empêchée d'être décapitée. Ses agresseurs lui ont enfoncé une corne de vache dans l'abdomen. Elle a été torturée avant d'être exécutée. Une révolte a dû ravager la colonie. Le peuple a pu se soulever contre ceux qui l'opprimaient. Ils ont probablement pris leur revanche sur l'aristocratie en massacrant cette femme noble ainsi que d'autres individus du même statut social qu'elle et en jetant leurs dépouilles dans les immondices. À partir du 3e millénaire avant notre ère, plusieurs ethnies qui s'étaient développées entre le fleuve Jaune et le Yangtze ont établi des contacts. Ces échanges ont permis des améliorations techniques et des évolutions culturelles. Mais ni la culture de Longshan, ni celle de Liangzhu ne semblent pouvoir être assimilées à la dynastie légendaire des Xia. En 1958, les vestiges d'une nouvelle culture sont mis au jour à Erlito, dans la province du Henan. Est-ce la clé du mystère? Deux campagnes de fouilles, en 1973 et 1983, amènent leur lot de découvertes. À quelques pas du village moderne et de la rivière, les archéologues découvrent les vestiges d'imposants édifices en bois et terre damée. Il s'agit de palais. La taille des vestiges est inhabituelle. Les cultures de la fin du néolithique n'avaient pas de résidence aussi grande. Et il y a encore mieux. Une multitude de petites tesselles de turquoise forment une étrange figure. C'est un dragon, l'un des éléments symboliques de la culture chinoise. Cet animal légendaire a incarné l'autorité des empereurs chinois jusqu'au début du XXe siècle. Les Chinois modernes vénèrent toujours cette image allégorique de la puissance. Celui d'Erlito est le plus vieux qui ait été découvert. Les archéologues n'ont pas su définir la fonction de cette plaque de bronze décorée de turquoise qui forment une face de monstre aux yeux globuleux. Elle était placée sur la poitrine d'un mort, à côté d'une petite cloche en bronze. Cet alliage a également servi pour fabriquer l'une des pièces les plus importantes mises au jour à Erlito, une coupe tripode, un juet. On a vers 2000 avant notre ère, effectivement, une production d'objets en bronze en Chine. La culture d'Erlito n'est pas la première à fondre le bronze en Chine. En fait, on a à la fin du 3e millénaire un certain nombre de cultures qui sont considérées comme des cultures néolithiques qui produisaient déjà des objets en bronze. Alors, on a peu d'objets. Les objets sont généralement petits.
La différence qu'on va avoir avec la culture d'Eurlito, c'est qu'à Eurlito, on va passer à une autre échelle dans la production d'objets, et en particulier, on va commencer à produire des vases. Cet objet témoigne du niveau de sophistication de la culture installée à Eurlito. Mais cette cité était-elle la capitale des Sia? Une première étude va montrer la puissance des souverains qui régnaient sur Eurlito. Le docteur Hirao a tracé l'origine du minerai de cuivre qui rentre avec l'étain dans la fabrication de l'alliage de bronze. Le cuivre renferme toujours de petites proportions de plomb dont la quantité varie selon la localisation des zones d'extraction. Même après 4000 ans, l'analyse permet donc de définir avec exactitude d'où le cuivre provient. Le docteur Hirao a établi que le cuivre parcourait une longue distance. La mine la plus éloignée était située dans la province du Liaoning, à plus de 1000 km d'Eurlito. L'analyse du plomb pouvait révéler si Eurlito n'avait qu'un pouvoir régional ou si au contraire cette cité possédait la puissance attribuée à une dynastie, comme celle des Sia, une influence sur une immense zone. Le fait qu'ils fassent venir leur cuivre de très loin, et même du golfe de Bohai, situé sur la mer Jaune, montre que ce peuple était parvenu à établir un système d'alliance avec d'autres peuples. L'influence et le pouvoir de la culture d'Eurlito semblent avoir largement dépassé les murs de la cité. Pourtant, une question demeure encore en suspens. Comment le site d'Eurlito a-t-il pu prospérer alors que d'autres cultures de la fin du néolithique ont succombé au cataclysme naturel? Une campagne d'études environnementales a été lancée pour percer ce mystère. Les scientifiques effectuent des carottages pour prélever des échantillons de terre entre 1 et 3 mètres de profondeur. Ils cherchent des résidus de graines vieux de 4000 ans. Les résultats de l'analyse vont les surprendre. Il y a là 2 variétés de millet, dont une appelée queue de renard pour sa touffe caractéristique. Ces 2 types de graines sont cultivés localement depuis très longtemps. Mais ce n'est pas tout. Les échantillons contiennent du blé que l'on trouve généralement plus au nord-ouest, dans la haute vallée du fleuve Jaune, mais également des graines de soja qui ont été sélectionnées à partir d'une espèce sauvage. Enfin, les scientifiques ont la surprise de trouver des grains de riz introduits à Eurlito depuis le delta du fleuve Yangtze, beaucoup plus au sud. Alors que dans d'autres zones agricoles, les populations se contentent de faire pousser une variété de graines, les habitants de cette région n'en cultivent pas moins de 5. Une polyculture qui a pu faire la différence. Si par exemple une période de sécheresse touche la région, les paysans ont du millet à queue de renard qui supporte parfaitement de telles conditions. Si le pays est noyé par de longues pluies, ils peuvent planter du riz. Ils ont toujours quelque chose à récolter. Ils sont parés contre tous les désastres naturels. Seule une société possédant un système agricole très avancé peut faire face aux changements climatiques. Aujourd'hui, les paysans du village d'Eurlito plantent encore les 5 semences cultivées par leurs ancêtres. Les terres sont exploitées en rotation. Chaque été, certains champs de blé sont inondés après la récolte pour pouvoir planter le riz. D'autres sont ensemencés avec des graines de soja. Dans les 2 cas, les tiges de blé demeurent dans la terre pour la fertiliser. Grâce à ces méthodes, la cité néolithique a pu se développer jusqu'à devenir l'une des plus vastes agglomérations de son temps.
Mais à quoi pouvait ressembler cette ville? La découverte des fondations des bâtiments et les sondages de terrain ont permis sa reconstitution en images de synthèse. L'ensemble se révèle plus structuré que l'on ne pouvait le croire. Les petites masures des paysans couvrent généralement une superficie de 7 mètres carrés seulement. Elles forment un village en périphérie de l'agglomération. Non loin de là, des bâtiments entourés de palissades. Ce sont les ateliers dans lesquels les ouvriers spécialisés coulent le bronze. Contrairement aux cultures précédentes, à Eurlito, la production se fait à grande échelle. À l'est, la zone regroupant les résidences des nobles. Au centre, les palais et le temple dédié aux ancêtres de la lignée royale. L'ensemble, bâti sur des terrasses de terre damée qui servent de fondation, est entouré de colonnades et d'une enceinte. C'est le cœur politique et administratif de la cité. Il est réservé au roi, aux prêtres et à l'aristocratie. Les archéologues estiment que cette ville comptait 20 000 habitants. À cette époque, 2000 ans avant notre ère, c'est sûrement l'une des plus grandes au monde. C'est une architecture en Chine de terre et de bois. C'est la raison pour laquelle ce sont des constructions qui généralement se conservent assez mal, mais dont on peut retrouver les traces dans le sol. Donc il s'agit de bâtiments qui sont sur des terrasses en terre damée, sur lesquelles vont être plantés des poteaux en bois qui vont soutenir la toiture du bâtiment. Le Leuce, cette terre fine apportée d'Asie centrale par le vent, constituait, avec le bois, le matériau de base de l'architecture chinoise. Les maisons des paysans, les palais des rois et les premières enceintes fortifiées sont construits en Leuce, parfois mêlés d'argile. Tassées, compressées, les fines particules s'agglomèrent et deviennent aussi solides que la pierre. Aujourd'hui encore, les agriculteurs du nord de la Chine utilisent cette méthode pour élever les murs qui entourent leurs champs. Le Leuce, damé dans un châssis de bois, acquiert en séchant les mêmes qualités que la brique. Pour le chef de l'équipe scientifique, le professeur Su, l'agencement de la cité fournit de précieuses indications sur le système politique qui régissait son fonctionnement. C'est là que se trouvait le palais principal. L'archéologue note que cet édifice possède des caractéristiques architecturales inconnues des autres cultures de la fin du néolithique. La cité-palais est un espace clos et hiérarchisé. L'entrée s'effectue par une porte située au sud. La cour intérieure est entourée par une galerie couverte. Un énorme édifice domine cette esplanade. Pour le professeur Su, la magnificence des lieux témoigne du pouvoir politique des souverains qui y résidaient. Seraient-ce les Xia, évoqués par Sima Qian dans ses chroniques historiques? Du point de vue archéologique, il semble évident qu'Eurlito était la capitale de la dynastie chinoise la plus ancienne. Vous pouvez dire que c'était le premier cœur de la Chine. De nombreux chercheurs sont persuadés qu'il s'agit de la capitale de la dynastie des Xia, dont parle la littérature. Pour eux, Eurlito, c'est les Xia. Le professeur Su est persuadé que le plan de la résidence royale d'Eurlito a conditionné ceux de tous les palais construits par la suite. Il veut vérifier sa théorie en se rendant au Japon. C'est la première fois que des chercheurs nippons et chinois travaillent ensemble sur le sujet. La rencontre a lieu à l'université de Kyoto. Le professeur Okamura est un spécialiste des cultures de la fin du néolithique et plus particulièrement de celle d'Eurlito.
les deux spécialistes se sont focalisés sur les similitudes entre le palais principal dont les fondations ont été retrouvées à Earlito et les palais des dynasties suivantes. Il y a une galerie couverte tout autour, n'est-ce pas? C'est exact. Ce schéma intégrant une galerie couverte est vraiment semblable au type de construction de certains palais plus tardifs dans l'histoire chinoise. Il n'y a vraiment aucune différence avec le plan encore utilisé en Chine jusqu'au XXe siècle. Un examen approfondi des plans d'Earlito révèle qu'ils ont servi de modèle à toutes les constructions ultérieures. À Pékin, un survol de la cité interdite construite pour les empereurs Ming confirme l'hypothèse. Le palais principal est intégré dans une enceinte dont les portes ouvrent vers le sud. Le plan du bâtiment lui-même est similaire à celui d'Earlito. Une galerie couverte très vaste entoure l'édifice dont la façade donne sur un terre-plein où se tient le souverain. Les habitants d'Earlito auraient donc inventé une forme architecturale qui devait perdurer pendant 4000 ans. Quelque chose que l'on a très bien à Earlito, c'est ce principe de bâtiment qui s'organise autour de différentes cours intérieures. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui voir dans l'exemple le plus célèbre, et sans doute la cité interdite, mais il faut aussi savoir que c'est l'habitation traditionnelle dans la région de Pékin. Cette habitation était également construite, organisée autour de cours intérieures. Alors les techniques ont évolué, on va utiliser ensuite des matériaux nouveaux qui ne sont pas présents à Earlito, mais les principes de cette organisation, effectivement, on les trouve bien sur le site de Earlito. Si aucun texte n'affirme que les habitants d'Earlito étaient les Xia dont parlent les chroniques antiques, il est évident que ce peuple appartenait à une culture beaucoup plus puissante que celle qui l'avait précédée. Les paysans d'Earlito avaient développé une agriculture prospère. Les artisans fondeurs importaient du minerai de régions lointaines pour produire des objets en bronze. Ils vont transformer la métallurgie chinoise en un art spécialisé et très codifié. À Earlito, le bronze jouait déjà un rôle essentiel dans l'expression du pouvoir. Ce qu'on voit assez bien, c'est le lien qu'il y a entre la production de bronze et les rites, et l'importance que les rites pouvaient avoir à Earlito, en particulier pour les élites, parce qu'il faut se rappeler que pendant toute une grande partie de l'Antiquité chinoise, le bronze est avant tout lié aux élites. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on va avoir une production de bronze à Earlito qui va être principalement réservée à la production de vases en bronze utilisés dans un cadre rituel. Certains archéologues pensent même que les souverains d'Earlito auraient inventé les rituels de cour. Mais à quoi pouvaient-ils bien ressembler ? Jusqu'au début du XXe siècle, de grandes cérémonies ont permis aux empereurs de renforcer les liens avec leurs vassaux. En les étudiant, les archéologues ont imaginé le déroulement du rituel dans le palais d'Earlito. Au crépuscule, les nobles et certains chefs des villages alentours sont admis à pénétrer dans l'enceinte du palais. Ils portent certainement quelques offrandes. Alors que les fidèles attendent, rassemblés sur l'esplanade, le souverain ne doit apparaître qu'en dernier.
Il a en main une lame Zhang, une tablette taillée dans le jade le plus pur. Les lames Zhang sont des objets sacrés que les habitants d'Erlito auraient empruntés au peuple montagnard des régions occidentales. En adoptant ces symboles de dévotion venus d'autres régions, les rois auraient renforcé leur autorité personnelle. Faisant toujours face aux participants, le souverain brandit soudain un objet aussi rutilant que l'or. C'est une coupe à libation, un juet, un récipient dont les formes s'inspirent aussi d'autres cultures. Finalement, une poignée d'aristocrates rejoint son suzerain sur la plateforme. Le moment de partager l'alcool de céréales est venu. Cet échange marque la hiérarchisation de la société. Il symbolise le cadre social et politique qui préside à l'existence de la population d'Erlito. Je crois que la dynastie des Xia mettait l'accent sur les relations entre personnes. Fondamentalement, je pense que le pouvoir divin avait moins de place que celui du souverain. Évidemment, des rituels avaient lieu pour renforcer la spiritualité. Mais au lieu de révérer des déités, les fidèles honoraient les ancêtres. Cela signifierait que la dynastie Xia se préoccupait plus des hommes que des dieux. Chaque spectateur du cérémonial est conscient de la supériorité du souverain. Son statut le place au sommet de toute chose. Le rituel semble également destiné à renforcer les relations entre les membres de la communauté. La culture d'Erlito s'est répandue sur une zone extrêmement grande. Mais je suis persuadé qu'il ne s'agissait pas du résultat d'une domination militaire, mais plutôt celui d'une puissance douce, en fait d'une puissance culturelle. En substance, la capitale de la dynastie Xia, Erlito, a été le premier centre culturel d'Extrême-Orient. Aujourd'hui encore, les Chinois se rendent dans le temple de la ville de Kaifeng pour prier Yu le Grand. Les images du personnage légendaire se confondent avec la réalité. Au-delà du mythe, l'homme incarne l'ancêtre commun et le père fondateur de la Chine moderne. Sans trace écrite, difficile de savoir si la culture d'Erlito peut être confondue avec la dynastie des Xia. Une chose est sûre pourtant, cette culture constitue le chaînon manquant entre les sociétés de la fin du Néolithique et les dynasties Shang puis Zhou. « 2000 ans avant notre ère, les souverains d'Erlito ont inventé un mode de gouvernement, mis en place une théorie du pouvoir et de la religion. Leur autorité s'est matérialisée dans les objets en bronze qui s'imposeront comme le mode d'expression privilégié des élites. La culture d'Erlito annonce l'émergence de la civilisation. Vers 1600 avant notre ère, la dynastie Shang s'enracine sur les bords du fleuve Jaune. Elle va amener l'art du bronze à son apogée et développer l'écriture employée lors de pratiques divinatoires. En 1045 avant notre ère, les Zhou supplantent les Shang. Ils concluent des alliances avec leurs voisins et mettent en place un système féodal. Évidemment, à cette époque, la Chine ne s'appelle pas encore la Chine, mais le processus d'unification est lancé. Dans le creuset des plaines centrales, sur les rives du fleuve Jaune et du Yangtze, tous les ingrédients sont réunis. L'histoire d'une future grande puissance peut commencer.